Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, quelques frissons, d'étonnants rappels historiques et une bonne dose d'adrénaline. C'est l'histoire de Dina, une jeune Amazone du Mossad. Une Amazone, oui. C'est ainsi qu'on les appelle, ces femmes qui participent aux quatre coins du monde à des opérations de repérage, de sabotage, mais aussi à des assassinats ciblés pour le compte d'Israël, sous l'égide de ces fameux services secrets, le Mossad. Et aux yeux de l'État hébreu, la cible privilégiée, c'est l'Iran, qui, de l'avènement de l'ayatollah Khomeini à la récente élection du très conservateur Ebrahim Raïssi, ne cesse, à tort ou à raison, d'inquiéter en cherchant à enrichir son uranium pour obtenir peut-être l'arme atomique. Ce qui serait effectivement un cauchemar pour Israël, qui souvent passe outre les directives de la communauté internationale et envoie ses Amazones mener le combat. Alors qui sont ces femmes ? Comment sont-elles recrutées et comment vivent-elles leurs différentes incursions en Iran ? Bref, qui sont ces espionnes, ces guerrières ? Entrons dans leur univers. Notre invité aujourd'hui, Michal Bar-Zohar, ancien député et diplomate, ancien conseiller du ministre de la Défense israélien Moshe Dayan, et co-auteur, avec le journaliste Nissim Misal, du livre titré Les Amazones du Mossad, qui vient de paraître aux éditions Saint-Simon et qui est en cours d'adaptation pour une série Netflix. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Sophie Bobert, coordination Christophe Barrère, réalisation Charles de Cilia. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Téhéran 2018, quartier de Shourabad. Les rues sont vides. Il est presque minuit. Sami porte une courte barbe brune et une chemise sans col sous sa veste élimée. Dina, elle, a revêtu un tchador qui cache sa grande robe noire. Tous deux ont l'air de jeunes Iraniens qui se baladent, mais en vérité, tous deux ont peur. Une peur spéciale qu'ils n'éprouvent que dans ces situations de repérage. Car à tout moment peut surgir une brigade de Bassidji qui quadrille les quartiers et impose à tous les règles de la vertu. Des hommes affiliés au Pasdaran, les gardiens de la révolution islamique, créés par l'ayatollah Khomeini en mai 79, parce qu'ils se méfiaient de l'armée et préféraient avoir sa propre milice, comme dans toute bonne dictature paranoïaque. Les Pasdaran, une organisation devenue la clé de voûte du système politique. En tout, 20 000 hommes ultra-conservateurs qui n'hésitent pas à organiser des pendaisons en public. Qui dit complot engendre immédiatement répression, jugement et exécution. Ces images deviennent quotidiennes à Téhéran, d'autant plus que le grand inquisiteur, l'ayatollah al-Khali, a décidé des exécutions publiques afin de mieux marquer le peuple et de l'avertir d'une terreur possible. Alors Dina a peur. Oui, peur des Pasdaran, formés à l'idéologie de Khomeini, et non al-Khali, comme vient de le dire ce journaliste. En tout cas, Dina sent l'adrénaline monter, car elle se doute bien que l'entrepôt qu'on lui a demandé de photographier cache peut-être, certainement, en dépit de son aspect délabré, du matériel de développement atomique. Une question de la plus haute importance, évidemment. Pourtant, ses supérieurs ne lui ont confirmé et jamais elle-même ne l'a précisément demandé, car dans ce genre de mission, le cloisonnement des informations est indispensable. Dina est une professionnelle, cette mission fait partie de son engagement de l'OMET, c'est-à-dire de guerrière au sein du Mossad, et elle s'y dévoue sans réserve. Elle est si fière d'accomplir les mêmes tâches que les hommes. Certes, à la naissance du Mossad en 1949, les femmes étaient cantonnées à des rôles de secrétaire, d'alibi ou d'appât. En mission, un homme est toujours moins suspect lorsqu'il est en couple que tout seul. Car qui se douterait qu'un jeune couple enlacé commande en fait une opération secrète à proximité ? Or, des opérations secrètes, le Mossad en a toujours mené, sans quoi Israël aurait eu bien du mal à naître, puis à survivre. Né en 1949, sous la volonté de David Ben Gourion, le fondateur du pays, le Mossad est alors composé d'anciens combattants de l'Irgun et de la Haganah, deux organisations juives armées qui luttent contre la présence des Britanniques et tentent par tous les moyens de laisser passer les nouveaux immigrés juifs. À Haïfa, en Palestine, les membres de l'Irgun ont incendié les raffineries de pétrole du port. C'est pour détourner l'attention des Britanniques et permettre aux immigrants clandestins de débarquer que les terroristes ont provoqué cette catastrophe
qui a anéanti une partie des installations portuaires de Haïfa. Mais bientôt, face à la colère des pays arabes, Israël se défend via le Mossad, qui n'a de compte à rendre qu'au Premier ministre. Son slogan ? Un verset de la Bible qui dit « Par la ruse, tu fais la guerre ». Après tout, les Romains, eux, disaient « Si vis pacem parabellum », si tu veux la paix, prépare la guerre, justifiant ainsi le concept de paix armée hautement prisé par l'État d'Israël. Le Mossad agit donc par la ruse, à la manière de la DGSE ou de la CIA. Une ruse qui rapidement inclut les femmes. Ces dernières éveillent tellement moins les soupçons que les hommes, comme en témoigne une ancienne espionne dans le livre « Les Amazones du Mossad ». Si vous apercevez un homme seul la nuit au coin d'une rue, vous le trouvez suspect. Mais si c'est une femme, vous aurez surtout envie de l'aider. Dont acte, bienvenue aux femmes. Certaines sont de jolies blondes qui peuvent servir d'appât, d'autres sont largement trentenaires, d'autres encore sont très croyantes. Pour le Mossad, peu importe. Seul compte l'intelligence, la débrouillardise et le respect total du secret. Bien sûr, la maîtrise des langues étrangères est un plus, tout comme le brin de folie qui accompagne ce type de vocation. Une fois ces tests psychologiques accomplis, les Amazones sont formées dans des appartements où, durant de longs mois, elles vivent incognito. Au programme, lecture de cartes de photos aériennes, adoption des règles de conduite en situation incertaine, dissimulation d'explosifs dans des valises ou des épaulettes, maîtrise des transmissions radio. Puis vient le temps des entraînements en extérieur où elles apprennent à filer des suspects, à repérer une surveillance et en échapper, manipuler des armes. Sans compter le premier exercice bidon, sorte de bizutage où l'élève chargé d'infiltrer un site se fait arrêter et passe une nuit d'interrogatoire à la dure. Avant de découvrir qu'il ne s'agissait que d'une arrestation factice visant à tester sa résistance. Scène qu'on voit d'ailleurs pour les hommes dans l'excellent film d'Éric Rochant, Les Patriotes. En tout cas, une chose est certaine, il faut tenir bon pour devenir une vraie Amazone. Abandonner tout désir de famille, également, ou même de mariage. Un sacerdoce qui, étonnamment, séduit de nombreuses jeunes femmes comme Sarah, Marcel, Judith, Sylvia, Erika, Linda et tant d'autres. Ainsi, dans les années 50, certaines d'entre elles aident les Juifs à quitter le Liban, tandis que d'autres participent à de dangereuses opérations de sabotage en Égypte. En 1960, l'une d'entre elles fut même présente lors de l'enlèvement d'Eichmann, un Buenos-Aires, la mission la plus glorieuse d'Israël, après des années de traque. Ici, dans l'émission française 5 colonnes à la une, David Ben Gourion fait semblant de ne rien savoir de cette opération. Pourriez-vous, Monsieur le Président, m'expliquer pourquoi le gouvernement israélien est toujours aussi secret sur les conditions de l'arrestation d'Eichmann ? Le gouvernement ne sait que ce que les services de sécurité ont bien voulu dire. Eichmann est entre les mains de la police. Le gouvernement n'a pas cherché à savoir comment il avait été capturé, où il avait été capturé. Puis dans les années 70, sous l'impulsion de la première ministre de fer Golda Meir, voilà les hommes et les femmes du Mossad qui prennent part à l'élimination, par exemple, des membres du groupe terroriste Septembre Noir, responsable du massacre de 11 athlètes israéliens lors des JO de Munich. Ainsi, chaque décennie voit son lot de missions en tout genre, de la traque des derniers nazis à l'affaiblissement de l'OLP ou du Hezbollah libanais. Le Mossad veut pouvoir anticiper et, au pire des cas, répondre pour se venger. Toutefois, en dépit du danger palestinien, Israël sent monter une angoissante petite musique sur son flanc est. Le désir de l'Iran de se doter de la bombe atomique. Une perspective qui se mue en obsession. Pourtant, en 1968, le Shah d'Iran avait bien signé à Londres le traité de non-prolifération nucléaire, sans compter qu'historiquement, il n'existe aucun conflit potentiel de territoire entre les deux pays, puisqu'ils ne partagent aucune frontière. En outre, dans le contexte de la guerre froide, Tel Aviv et Téhéran sont d'importants alliés de Washington. Et des intérêts communs, ils en ont beaucoup face au régime nationaliste arabe, si proche, eux, de l'URSS.
Alors le Shah grimace lors des guerres de 67 et 73 entre Israël et ses voisins arabes. Mais ce ne sont que des contestations de façade, gesticulations diplomatiques. Car à cette époque, côté Iran, le pragmatisme est de rigueur. Un pragmatisme économique qui confine bientôt au mépris lorsque le Shah se dit qu'il peut profiter du choc pétrolier pour augmenter ses prix de plus de 20%. C'est ainsi qu'à la conférence de Doha en 1976, Washington décide de faire affaire avec les Saoudiens, plus raisonnables. Et bientôt l'économie de l'Iran s'effondre, minant le moral du peuple excédé par ce Shah maladroit, mégalomane et brutal. En témoignent les exactions nombreuses de son terrible service de sécurité, la SAVAK. Autant d'erreurs politiques irresponsables qui jettent le peuple dans les bras d'un incendiaire dicté par le fanatisme religieux chiite, l'ayatollah Khomeini. En 48 heures, le régime des Pahlavis a, semble-t-il, été définitivement balayé. Le Shah comptait probablement sur son armée pour le ramener au pouvoir, une armée qui finalement n'a pas bougé en dépit de l'insurrection d'une bonne partie de la population de Téhéran. Seule la garde impériale a tenté un coup, elle n'a pas réussi et les immortels ont fait ce matin allégeance au nouveau régime. 2 jours d'insurrection, des centaines de morts, des milliers de blessés. L'ayatollah Khomeini tient maintenant les rênes du pouvoir. Le 4 novembre 1979, un groupe d'étudiants prend en otage 42 diplomates américains au sein même de leur ambassade. Un choc pour l'Occident. Un bras de fer de 444 jours qui prouve que côté Iran, l'anti-américanisme est devenu le nouveau socle idéologique. Et ce n'est pas tout. Puisque désormais la reconnaissance d'Israël devient contraire à la loi islamique, les liens du nouveau régime de Téhéran avec les Palestiniens se renforcent. Par le biais de l'OLP, mais aussi du Hamas et du djihad islamique. Une sorte de front du refus face à l'Occident. C'est ingénieux d'ailleurs. La création d'un ennemi extérieur est toujours pratique pour unifier un peuple. C'est ainsi que les années 80 voient l'essor de l'esprit belliciste et la reprise d'un développement atomique validé par l'URSS, guerre froide oblige. Et la révolution islamique joue à plein. De toute façon, peu importe les tendances, réformateurs, conservateurs, fondamentalistes, tous sont soumis au guide spirituel Khomeini, la clé de voûte du système. Dans les années 90, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin commence à s'inquiéter. Mais l'heure est à la désescalade et à l'espoir suscité par les accords d'Oslo. Alors Bill Clinton préfère passer outre ces avertissements. Comment ça, une bombe atomique iranienne? Quelle bombe atomique? Sensible sur France Inter. Plus qu'un immense scandale, c'est une véritable bombe qui vient d'exploser en plein cœur du régime d'Islamabad. Les aveux télévisés du père du programme atomique pakistanais, Abdul Qadir Khan, qui a reconnu avoir, pendant une quinzaine d'années, monnayé ses secrets nucléaires à l'Iran, à la Libye et à la Corée du Nord. Le scientifique occupait jusque-là les fonctions de conseiller spécial auprès de Pervez Musharraf. Ces révélations mettent en cause une nouvelle fois le travail d'enquête de l'AIEA, qui n'avait pas détecté une prolifération de cette ampleur. En ce début février 2004, l'affaire des aveux télévisés du Dr Khan fait les gros titres des quotidiens. Libération évoque un immense scandale, quand Le Point parle, lui, de souk nucléaire et suppose que ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg. Et le malaise s'installe à l'Agence internationale de l'énergie atomique, la IEA, qui depuis 1957 s'emploie à promouvoir une utilisation sécurisée et surtout pacifique des technologies nucléaires. Alors oui, l'IEA sursaute, car elle ne s'était pas assez méfiée, en dépit des avertissements lancés par Israël, qui avait déjà découvert le site d'enrichissement de Natanz et le réacteur à eau lourde d'Arak en Iran, mais qui n'était pas parvenu à convaincre Washington. Il faut dire que les Américains sont embourbés dans le conflit irakien après le drame du 11 septembre. Un échec d'autant plus accablant que le Mossad était encore loin du compte, loin d'imaginer que ce docteur Khan dirigeait lui-même un réseau détournant du matériel nucléaire tout en formant des chercheurs iraniens, libyens et nord-coréens lors de séminaires secrets. Dans l'espoir de servir la cause musulmane, bien sûr, chiite ou sunnite, peu importe, tant qu'il pouvait faire fortune au passage.
Mais avec ces aveux télévisés, enfin tout change. Car l'Iran, la Libye et la Corée du Nord, il s'agit bien là pour l'Occident d'États voyous. Des dictatures infréquentables, alignées sur l'axe du mal, pour reprendre la théorie et la rhétorique simpliste du président George Bush. Alors, comme le confie Rifat Hussein, le chef des études stratégiques de l'université Qaïd et Azam d'Islamabad, au Pakistan, maintenant le vrai danger, c'est la boîte de Pandore que cette affaire risque d'ouvrir. Et il ne croit pas si bien dire, Rifat Hussein, car cette affaire légitime les traques du Mossad, qui dès lors applique la doctrine Begin, pour qui, je cite, « À aucun prix Israël ne permettra à un ennemi de développer des armes de destruction massive qu'il pourrait utiliser contre notre peuple. » Alors que faire? Agir, bien sûr. Le directeur du Mossad, Meir Dagan, fraîchement nommé par Ariel Sharon, va y consacrer l'essentiel de sa force de frappe. Des hommes, mais aussi des femmes de la division Metzada qui conduit les opérations de sabotage et d'assassinat. Côté Iowa, en ce début d'année 2000, les négociations s'enlisent. D'autant que l'élection de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad en Iran en 2005 n'arrange rien. Et il relance son site d'Ispahan, où une première usine d'enrichissement de l'uranium est officiellement inaugurée. Le nouveau guide Khamenei, en bon successeur de Khomeini, ne veut rien céder. Et même, il menace. Poursuivre des négociations jusqu'ici stériles et gagner du temps, la stratégie n'est pas nouvelle. Le président Ahmadinejad continue d'haranguer les foules et de poser ses conditions. Il n'y a pas de problème pour arrêter notre production d'uranium enrichi avant de négocier. Mais eux aussi doivent arrêter leur production d'uranium enrichi. À la veille de nouvelles sanctions, en soutien à leur président, les ayatollahs menacent. La nation iranienne, unie et puissante, a le pouvoir de briser les cornes du taureau américain. À ceux qui attaquent l'Iran, nous leur renverrons des corps ensanglantés. Paniqué, l'AIEA transmet le dossier au Conseil de sécurité de l'ONU. En rétorsion, Téhéran décide de refuser les visites de ses inspecteurs. Alors l'ONU lance ses premières sanctions sur l'exportation du gaz, ainsi que le gel des avoirs iraniens à l'étranger. Mais rien n'y fait. Ahmadinejad campe sur ses positions et appelle à rayer Israël de la carte. Les dirigeants occidentaux protestent, comme ici Tony Blair, excédé le 28 octobre 2005 au sommet de Hampton Court. These sentiments are completely and totally unacceptable. Ces commentaires sont totalement inacceptables. Je n'ai jamais connu une situation dans laquelle le président d'un pays dit vouloir rayer de la carte un autre pays. Pas qu'il a un problème avec un pays, mais qu'il veut le rayer de la carte. C'est inacceptable. Et leur attitude envers Israël, leur attitude envers le terrorisme, leur attitude sur la question des armes nucléaires, tout cela n'est pas acceptable. S'ils continuent sur ce chemin, alors les gens vont penser qu'ils constituent une réelle menace pour la sécurité et la stabilité de notre monde. Vous savez, ça fait un moment que je réponds à des questions sur l'Iran, avec des gens qui me disent, surtout, vous n'allez rien faire sur l'Iran. Mais s'ils continuent comme ça, les gens vont désormais nous demander, quand est-ce que vous allez faire quelque chose? Parce que vous imaginez un pays comme ça, avec une attitude comme ça, et qui aurait l'arme nucléaire? Une sorte de feu vert. Alors le Mossad pénètre en Iran, aidé cette fois par la CIA et le MI6 britannique. Mois après mois, les avions transportant des scientifiques s'écrasent mystérieusement. Des incendies surgissent dans des laboratoires de recherche atomique. Des lignes complètes de centrifugeuses explosent à la suite de matériel défectueux provenant de sociétés fantômes israéliennes. Bref, tout est bon pour démoraliser l'adversaire. Et puis, et surtout, il y a les virus informatiques. En vérité, 3 familles sont créées. Les vers, capables de se propager à travers un réseau pour en remonter des infos. Les chevaux de Troie, qui se glissent dans une faille afin d'en prendre le contrôle. Et les bombes logiques, qui se déclenchent à un moment précis du programme numérique pour le détruire.
C'est ainsi qu'en ce début 2011, l'ambassadeur russe auprès de l'OTAN, Dimitri Rogozin, fait sensation en demandant l'ouverture d'une enquête sur Stuxnet, le virus informatique qui a attaqué les installations iraniennes de Natanz. Le New York Times l'affirme, mise au point au sein du complexe atomique de Dimona, dans le désert du Negev, Stuxnet était un projet conjoint des Américains et des Israéliens avec l'aide des Allemands et des Britanniques. Et ce virus aurait pénétré les ordinateurs iraniens via une clé USB infectée et aurait lancé une attaque digne d'un film hollywoodien, retardant l'avancée des Iraniens d'au moins 3 ans. Une première? Pas vraiment. Car si ce ver avait déjà infecté la Biélorussie, l'Indonésie ou Taïwan, il semble qu'il ne s'agissait là que de tests avant de cibler et de cribler l'Iran. Bien, mais qui les dépose? Seuls les inspecteurs de l'AIEA ont accès au site. Alors, ils seraient noyautés, eux aussi, par le Mossad? À ce stade, Tel Aviv ne revendique pas la paternité de ce virus, mais ne dément pas non plus. Et s'il n'y avait que Stuxnet? Car bientôt arrive le virus Flame, qui cible en 2012 les terminaux pétroliers iraniens comme celui de Tard. Bientôt, David Albright, le président de l'Institut pour la science et la sécurité internationale, s'inquiète. Entre les programmes secrets, les assassinats, les sabotages et les cyberattaques, il se passe trop de choses en coulisses. C'est comme si on avait donné le feu vert à toute opération dirigée contre le programme nucléaire iranien, quelle qu'elle soit. Mais qui va se charger de fixer les limites? Et jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où aller? Jusqu'aux opérations ciblées. Des assassinats. Un acte de guerre en période de paix. Sur ce point, Israël n'a pas le monopole. Tous les services secrets ont recours à cette méthode, y compris les nôtres. Lundi 29 novembre 2010, Téhéran, 7h45 du matin. Le docteur Majid Shariari, expert en enrichissement d'uranium, entre dans sa voiture pour se rendre à son laboratoire, comme tous les jours. Sa femme prend place à ses côtés et remarque une moto là qui l'essuie le long du boulevard Artesh. Et elle trouve étrange ce moment furtif où la moto ralentit et où le passager vêtu de noir tend le bras vers leur voiture avant de s'enfuir. Pas le temps de quitter le véhicule, hésitation fatale, le motard vient de coller une mini-ventouse magnétique sur la voiture. Moins d'1 minute plus tard, la charge explose. Le corps de Shariari est carbonisé, tandis que son épouse mystérieusement survit. Et la moto traverse en trombe les faubourgs de la ville jusqu'à une place poussiéreuse où l'attend une voiture, moteur en marche. Le motard met le feu à son engin, puis s'engouffre dans la voiture. Le chauffeur jette un œil dans le rétro et il sursaute. Le motard qui a collé la bombe sur la voiture de Shariari vient d'ôter son casque, libérant une longue masse de cheveux noirs. C'est une femme. Mais qui est-elle? Personne ne saura. Les femmes représentent la moitié de nos effectifs, confirme quelque temps plus tard l'un des dirigeants du Mossad, dans un sourire. Au moins ici, on respecte la parité. À Téhéran, les réactions ne tardent pas. Sans le moindre doute, la main du régime sioniste et des Occidentaux est impliquée, accuse Mahmoud Ahmadinejad, qui fait du docteur Shariari un martyr. Et il fait le lien avec l'assassinat de l'ingénieur nucléaire Massoud Ali Mohammadi, tué lui aussi quelques mois auparavant dans l'explosion de sa voiture. Alors, qui est le commanditaire de cette série noire? Qui a appuyé sur le détonateur? Un homme? Une femme? À Tel Aviv, on fait croire que le régime iranien aurait lui-même éliminé le scientifique. Car enfin, n'était-il pas un sympathisant du mouvement vert qui, en juin 2009, avait manifesté contre le régime? Côté CIA, on préfère privilégier la piste des Moudjahidines, ce groupe d'opposants en exil qui rêve de renverser les mollahs. Pourquoi pas? Le Mossad laisse dire les experts et les médias, comme lorsqu'en novembre 2011, le journal Jeune Afrique écrit « Selon certaines sources, l'explosion qui a coûté la vie à 17 gardiens de la Révolution porte la signature de Tel Aviv. » Pourquoi pas, là encore? Alors c'est la surenchère, exprimée ici par Ahmadinejad, car il s'agit de ne pas perdre la face. Je salue Mahomet et tous ses descendants.
La prière salue le dévoilement de la barre de combustible. Dans une mise en scène savamment orchestrée et diffusée en direct sur la télévision iranienne, le président Ahmadinejad adresse au monde un message simple. Le programme nucléaire civil de Téhéran progresse et aucune menace ne fera reculer l'Iran. Notre nation a trouvé sa voie lumineuse, l'une de celles que nos martyrs ont ouvertes. Les mères des martyrs nous ont dit une chose, continuez dans la voie du martyr. Notre parcours nucléaire va se poursuivre. Une démonstration de force, alors même que les rumeurs d'une attaque militaire d'Israël contre les installations nucléaires iraniennes sont plus insistantes que jamais. Et puis, la situation se calme, puisque les Iraniens ont pris du retard. Et que côté Washington, le nouveau président Obama, fraîchement élu, rebat les cartes. En bon optimiste et en bon démocrate, il propose de reprendre le dialogue avec Téhéran. Un dialogue interrompu 30 ans plus tôt lors de la prise d'otage de 1979. Un coup auquel le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne croit pas et qui l'irrite au plus haut point. Il n'empêche, c'est en grande pompe qu'un accord avec l'Iran est finalement signé à Vienne le 14 juillet 2015. Hilar, le ministre iranien des Affaires étrangères, soulagé, à l'image de tous les acteurs de cette négociation hors norme qui aura duré plus de 10 ans. C'est un moment historique. On a trouvé un accord qui n'est parfait pour personne, mais c'est ce que nous pouvions faire de mieux. C'est un aboutissement remarquable pour nous tous. Quelle victoire! Enfin, l'Iran accepte de ne plus enrichir son uranium au-delà d'une certaine teneur et renonce, via un moratoire de 10 ans, à produire du plutonium à vocation militaire, tout comme il autorise les inspections par l'AIEA. En contrepartie, les signataires s'engagent à lever leurs sanctions économiques. Alors à Téhéran, dans la rue, on exulte. Lever de la victoire, des drapeaux, des sourires. En cette période de Ramadan, les Iraniens ont attendu la rupture du jeûne hier soir pour envahir les rues des grandes villes et célébrer cet accord historique. La liesse ici à Téhéran, chez les jeunes qui reprennent espoir après 12 ans d'asphyxie économique. Les sanctions ont vraiment eu un impact sur notre quotidien. Mais maintenant qu'elles vont être levées, ça va changer. Ça va changer? Pas sûr. Car il y en a un qui n'a aucune confiance dans cet accord et qui va faire en sorte qu'il ne fonctionne pas. C'est le très droitier Benjamin Netanyahou. Les Israéliens dénoncent sans surprise une erreur historique. L'Iran va recevoir un jackpot de centaines de milliards de dollars en cash, ce qui va lui permettre de continuer à semer la terreur dans la région et dans le monde. Et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire de moratoire, 10 ans? C'est une blague? Alors décision est prise de trouver des preuves tangibles de ce que Netanyahou appelle le grand mensonge. Bien, mais où les trouver ces preuves? Durant 2 ans, le Mossad envoie ses agents sur le terrain, et c'est là que commence la mission de la jeune Dina que nous avons suivie au début du récit. Après des dizaines de repérages, de notes, de clichés, elle ouvre la voie à une découverte immense. 32 coffres forts sont cachés dans l'entrepôt du quartier de Shourabad, celui qu'on lui a demandé justement de photographier. Ne reste plus dès lors qu'à organiser le grand cambriolage prévu à la date du 31 janvier 2018. À 22h30, par une nuit neigeuse, les hommes et les femmes du Mossad pénètrent dans l'entrepôt. Ils savent qu'ils ne disposent que de 6h29 pour accomplir leur tâche et quitter les lieux à 5h du matin, soit 2 heures avant l'arrivée des gardiens et la ronde des policiers dans le quartier. De toute façon, toute l'opération est retransmise en direct à l'état-major du Mossad qui retient son souffle. Armés de brûleurs à 2000 degrés pour percer les blindages, les agents israéliens dérobent les précieuses preuves, puis quittent les lieux et assurent l'évacuation des agents impliqués dans la mission, Dina en tête. Bientôt, sur le bureau de Netanyahou arrivent des centaines de dossiers, 183 CD contenant 55 000 fichiers électroniques traduits en anglais. Un trésor de guerre qui prouve qu'après l'arrêt du projet Ahmad en 2003, Téhéran avait bien lancé le projet Spand, et ce en dépit de la signature de l'accord de Vienne.
Révélation cruciale ou simple guerre des nerfs? La question se pose après la théâtrale conférence de presse tenue hier soir par Benjamin Netanyahou. Voici 55 000 pages de documents et 55 000 fichiers informatiques. Sur la base de ces documents récupérés par les services secrets israéliens, le Premier ministre accuse l'Iran d'avoir un plan secret pour se doter de l'arme nucléaire. Une chose est sûre, l'Iran a menti. Netanyahou s'envole ensuite, un mois plus tard, à Washington, accompagné du directeur du Mossad. Ils y rencontrent le nouveau président Donald Trump, à qui il montre les fameuses preuves. Et c'est ainsi que le 8 mai, aux grandes dames de l'opinion internationale, Trump déclare se retirer de l'accord de Vienne. J'annonce aujourd'hui que les États-Unis vont se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer un décret présidentiel pour commencer à réinstaller les sanctions américaines qui visent le régime iranien. L'Amérique ne sera pas l'otage d'un chantage nucléaire. Et il en profite pour lancer une campagne de sanctions maximales contre Téhéran, tout en accordant, grand prince, le droit à 8 pays de maintenir leurs transactions pétrolières. Peu importe, Israël est ravi. Les hommes et les femmes du Mossad ont réussi. Mais pour un temps seulement. Car le combat continue. Et tel Sisyphe, le Mossad n'en finit plus de recruter des jeunes femmes avides de trouver un sens à leur existence et de pouvoir agir. D'autant que le 1er juillet 2019, le nouveau directeur Yossi Cohen déclare lors d'une conférence de presse: des femmes servent au Mossad depuis sa création. Nous avons besoin d'elles aujourd'hui, à tous les postes, à tous les échelons et aux plus hautes instances de commandement. Plus de 40% des employés et 26% des commandants sont aujourd'hui des femmes. Car au fil des années, notre expérience nous a confirmé que les équipes mixtes accomplissent mieux les tâches compliquées. J'espère qu'à l'avenir, nous verrons une femme à sa tête. Une femme à la tête du Mossad? Possible. D'autant que, désormais, les services secrets israéliens les autorisent à faire des enfants ou à se marier, sans doute afin de les attirer davantage. Ainsi, lorsqu'une femme est recrutée, les officiers s'entretiennent également avec le mari. Êtes-vous prêt à accepter la solitude? À jouer les mères au foyer? Car après tout, quelle différence y a-t-il entre une Amazone et une femme médecin qui doit s'absenter nuit et jour pour exercer son métier? Et puis, le temps presse. Selon le Mossad, le break-out time, comprendre le temps nécessaire à l'Iran avant d'avoir assez de matière fissile pour une charge atomique militaire, serait désormais de 2 à 5 mois. Inquiétant. C'est ainsi qu'en 2019, 47% des nouvelles recrues étaient des femmes au Mossad. Quelques mois plus tard, les lauréats, 2 hommes et 5 femmes, sont retenus en vue d'une opération particulièrement tendue. Repérage, sabotage et assassinat en règle du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh, dont Netanyahou avait dit en 2018 « Souvenez-vous bien de ce nom ». Pour cette opération spéciale, le Mossad a retenu 2 hommes et 5 femmes, et parmi elles, peut-être Dina. Puis les Amazones du Mossad, dont nous allons parler avec notre invité Michel Barzoar, qu'on appelle à Tel Aviv. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien député et diplomate, ancien conseiller du ministre de la Défense Moshe Dayan et co-auteur avec le journaliste Nissim Michal du livre intitulé Les Amazones du Mossad, qui vient de paraître aux éditions Saint-Simon et qui est en cours d'adaptation pour une série télé Netflix. Alors, le rôle des femmes dans le Mossad. Est-ce qu'on peut dire que le rôle des femmes au sein du Mossad, service secret israélien, est plus important que dans d'autres services secrets occidentaux? Est-ce que c'est une particularité d'Israël? Je crois en effet que c'est surtout Israël qui mène ici toute la colonne des femmes qui pénètrent dans les services secrets. Je pense que nous avons plusieurs cas de femmes qui ont accompli des choses incroyables, des missions incroyables en territoire ennemi, des femmes qui ont été arrêtées. Il y a une qui a été condamnée à mort, d'autres qui ont passé de plusieurs années en prison. Et je crois que les résultats de ce qu'ils sont en train de faire parlent pour soi-même.
Alors, elles auront gagné vraiment ce combat quand on cessera de s'étonner qu'il y ait des femmes. Mais bon, pour l'instant, c'est en tout cas un vrai progrès. Il faut bien passer par des transitions. Hein. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose de recruter des femmes, je veux dire, en termes d'efficacité pour ce travail-là? Écoutez, comme vous avez dit, ça vient par des étapes. Au début, elle faisait du café pour les hommes du Mossad. On voyait le Mossad comme une organisation de James Bond, de gens musclés, intelligents, n'est-ce pas, qui savaient improviser, qui avaient des instincts incroyables, courage, etc. Mais peu à peu, le Mossad a compris que les femmes peuvent jouer un rôle beaucoup plus important. Ils ont découvert que quand une femme part avec un agent à l'étranger, il est moins suspect. Ils ont trouvé que les femmes passent les frontières beaucoup plus facilement que les hommes. Elles sont moins suspectes. Ils ont découvert que les femmes ont des instincts. Et surtout, elles n'ont pas ce fléau que nous, hommes, nous l'avons. Ça, c'est l'ego. Elles n'ont pas d'ego. Elles sont vraiment beaucoup plus disons, concentrées sur le projet, sur la mission. Elles savent comment travailler ensemble et aussi improviser des solutions. Et nous avons vu que peu à peu, elles ont commencé à monter dans le Mossad, mais il y a eu aussi un autre processus. Le deuxième processus est que le Mossad, jusqu'aux années 70, était une organisation d'hommes qui parlaient très bien l'hébreu et le yiddish parfois. Mais pour travailler, pour opérer dans les pays étrangers, on avait besoin de gens qui pouvaient montrer qu'ils proviennent de pays différents. Et ainsi, on a commencé à recruter des hommes, mais surtout des femmes de partout dans le monde. Vous allez voir que dans le Mossad, il y a des Amazones qui viennent de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de la France, d'Angleterre, d'Amérique du Sud, de l'Uruguay, des pays arabes, d'un peu partout dans le monde. Et elles ont toutes des qualités très importantes. Et c'est elles sont courageuses, et c'est dans l'esprit patriotiques. Pardon, c'est dans l'esprit d'Israël, effectivement, de venir du monde entier. Car le pays s'est aussi construit comme ça. Écoutez, oui, mais cette fois, quand vous avez des femmes qui se présentent comme des Américaines ou des Suédoises ou des Sud-Américaines, on les prend beaucoup plus facilement, on le croit beaucoup plus qu'une femme qui va bégayer dans une langue étrangère. Mais ça brouille les pistes, c'est très efficace. Par exemple, dans votre livre, vous faites des portraits saisissants, notamment une certaine Shula Cohen, qui avait supplié le Mossad de l'engager, hein, c'est ça? C'est quoi son histoire? Elle était incroyable. Elle était une femme au Liban, et c'est elle qui s'est recrutée elle-même au Mossad. C'est elle qui a décidé de devenir une agente du Mossad quand le Mossad n'existait même pas encore. Elle a commencé pendant la guerre d'indépendance à nous fournir des informations. C'était une femme avec des talents incroyables, mariée, qui a eu 7 enfants dont personne ne savait que sa mère était une espionne. Elle passait la frontière très souvent pour venir en Israël, apporter des informations. Elle était devenue l'amie intime des présidents et des premiers ministres libanais. Et finalement, comme ce doit arriver, elle a été démasquée, arrêtée, jugée et finalement condamnée à mort par pendaison. Elle réussit, quand même, elle ne s'est pas soumise à cette terrible décision de la pendre. Et en effet, après quelques années, nous avons réussi à l'échanger contre des centaines de Libanais qui avaient été arrêtés en Israël. Elle est venue en Israël à l'âge de 50 ans. Elle a vécu en Israël encore 50 ans, entourée de sa famille, comme une héroïne nationale, parce que finalement on peut raconter ce qu'elle a fait, une partie bien sûr. Elle est morte l'année dernière à l'âge de 100 ans. Et vous racontez son histoire effectivement comme d'autres histoires de femmes dans ce livre-là. Une patronne à la tête du Mossad, maintenant, ça paraît tout à fait possible, j'imagine. Oui, bien sûr.
Bon. Écoutez, oui. Yossi Cohen, l'ancien chef du Mossad, nous l'a dit ouvertement. Il a dit, mon rêve, c'est de voir une femme à la tête du Mossad. Bon. Et vous savez, j'ai connu une femme qui je crois qu'on la préparait pour un job comme celui-là. Elle est assez jeune. Elle avait monté dans le Mossad comme un météore. Et elle a accompli des missions extrêmement importantes. Et tout le monde se disait, un jour, celle-là sera la chef du Mossad. Et puis un jour, elle a quitté. Je lui ai posé la question, mais pourquoi vous avez quitté? Elle a dit, écoute, moi, pour être dans les positions du Mossad, j'ai besoin de patriotisme, de courage, de sens d'improvisation, de volonté de faire quelque chose pour le pays. Mais aussi, je dois avoir une petite étincelle dans les yeux, un petit goût de l'aventurisme, de l'aventure. Michel Barzois, oui. Elle a perdu, à un certain moment, elle a perdu cette étincelle. Et elle a dit, du moment que c'est devenu de la routine, je quittais. Michel Barzois, on a bien entendu cette histoire, ces histoires. Alors donc, je renvoie vraiment les auditeurs à la lecture de votre livre passionnant, en tout cas sous cet angle-là. Ces femmes qui sont tellement motivées, qui font preuve de courage, d'aventure et d'un amour pour leur pays, Israël. On va continuer à en parler après avoir écouté. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Puisque nous parlons des femmes, que nous parlons d'Israël, je rappelle quand même que la deuxième chef de gouvernement, oui c'est ça, en Israël était une femme, Madame Golda Meir, une femme forte, une vraie dirigeante. Donc l'Israël n'a pas attendu que la condition des femmes s'améliore pour confier à une femme justement le destin du pays. Bien. Alors l'histoire du Mossad épouse véritablement le destin du pays, un peu comme Tsahal. D'ailleurs, l'essentiel de la classe politique israélienne en est issu. Haïm Herzog, Yitzhak Shamir, Ariel Sharon, qui a dirigé l'unité 101, une formation spéciale impliquée dans les opérations d'élimination physique des ennemis d'Israël. Michel Barzoar, le Mossad, c'est plus qu'un service secret pour Israël finalement. Écoutez, le Mossad et toutes les organisations de sécurité militaire, Mossad, Shin Bet, c'est là-bas vraiment que c'est le refuge des derniers patriotes, je pourrais dire. C'est là qu'ils vont y aller pour défendre leur pays. Et comme vous allez voir, comme vous avez vu en fait, c'est que plusieurs généraux ou des leaders du Mossad ou d'autres organisations secrètes deviennent finalement les leaders du pays. Et c'est une chose qui arrive finalement de la situation d'Israël, entouré d'ennemis qui ne l'aiment pas beaucoup, pas tellement, qui menacent de le détruire. Alors finalement, il se trouve que ceux qui sont, disons, admirés par le peuple tout entier, c'est les gens qui sont dans le domaine secret, dans le domaine de la défense d'Israël. Ainsi, ces officiers, ces généraux, ces chefs du Mossad deviennent finalement des chefs d'Israël aussi. C'est la même chose pour Tsahal, hein. Tsahal aussi est un pilier fondateur d'Israël. Exactement. Et l'armée d'Israël, vous allez voir, comme vous avez mentionné, Sharon et Rabin et Barak et plusieurs d'autres sont devenus finalement des premiers ministres. Netanyahu a été aussi un officier dans une organisation ultra secrète. Ces gens-là qui ont vraiment sacrifié ou risqué leur vie pour le pays deviennent finalement ceux que le peuple choisit pour ses leaders. Dans cette situation où Israël se trouve sur le plan sécurité, je crois que c'est une chose assez évidente. Dis-moi, il y a une figure, une très grande figure historique, quasi romantique d'ailleurs, d'Israël, c'est Moshe Dayan. Hein, et vous avez travaillé avec lui. Quel homme était-il? Oui. J'en profite pour vous poser la question, car l'homme est fascinant, et voilà, si je vous tiens, pendant que je vous tiens, si j'ose dire, je vous pose la question, quel homme était-il? Écoutez, premièrement, très, très courageux. Oui. Il était un génie militaire, je vu ça de tout près. Et puis, ce qui l'intéressait, il avait énormément de respect
pour les Arabes, pour les Palestiniens. Il est traité d'une façon différente qu'un concurrent. Vous voyez. Et il m'a dit une fois, quand tu veux connaître l'esprit d'un peuple, va chez le poète. Et il est allé chez la poétesse, disons, la plus virulente dans sa haine contre Israël. Mais il a dit, moi je veux la connaître. Ils sont devenus des amis finalement. Et il y a un grand chef des Palestiniens, qui était le maire de Naplouse, Habib Knaan, qui m'a dit, moi j'ai jamais cru qu'un leader israélien va me traiter avec tellement de respect et d'amitié. Et je pense que Dayan, depuis la guerre de 6 jours, cherchait désespérément de trouver une solution, une formule entre nous et les Palestiniens. Bien, ce sera... Bien qu'il s'est formé, il n'a pas réussi dans ce domaine. Écoutez, ce sera le mot de la fin, cher Michel Barzoar. Merci infiniment de nous avoir répondu. Donc, de Tel Aviv, et je rappelle le nom de votre livre passionnant, les Amazones, du Mossad, non pas les Amazones du Mossad. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, les femmes du Mossad.